professeur Parquet. Nous sommes aujourd'hui au congrès du SML. Le thème, c'est la prévention. Vous êtes très impliqué au niveau de la prise en charge dans l'addictologie. Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui à partir de ce que vous avez construit, de ce que vous avez réfléchi? Alors, il y a dans l'histoire de la médecine des choses qui sont quelquefois tout à fait étonnantes. Lorsque j'ai fait un rapport sur l'addictologie, en 2 ans, les structures administratives, la conviction de l'ensemble de la population s'est faite. Ce qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Alors il faut analyser pourquoi. En général, les gens qui s'occupaient des personnes qui consomment des substances telles que l'alcool, le tabac, les drogues illicites, etc., avaient une idée, une représentation de ce que c'était. Et ils pensaient que c'était une intoxication. Et que par voie de conséquence, puisque c'était une intoxication, il suffisait de faire une cure, il n'y avait plus de toxiques dans l'organisme des personnes, et donc cure de sevrage, et ensuite provoquer l'abstinence. Et l'autre problème de prévention de politique publique, c'était il faut diminuer l'offre de produits, c'est-à-dire il faut faire une répression du trafic. On avait l'idée d'une intoxication. À partir du moment où on avait l'idée d'une intoxication, on s'est trouvé dans une situation que tout était bloqué. Et on s'est aperçu après qu'il y a un certain nombre de gens qui consommaient les mêmes produits, avec les mêmes quantités, et qui ne développaient pas de difficultés, et qu'il y en a par ailleurs qui développaient un certain nombre de difficultés. Donc on a pensé qu'il y avait des déterminants qui étaient liés à la personne. Auquel cas, on a essayé de voir quels étaient les déterminants qui étaient la personne. Du coup, on n'était plus simplement dans s'occuper des substances, mais aussi de s'occuper des personnes qui consommaient. Donc, les choses consommées et les consommateurs. Et puis, à un moment donné, on s'est aperçu d'une autre chose, c'est qu'il y avait des gens qui n'avaient jamais de difficultés, et on s'est demandé pourquoi. Il y avait des gens qui avaient rapidement des difficultés. Du coup, on s'est intéressé au fait de « et pourquoi cela ?» Et on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui avaient des facteurs de vulnérabilité et d'autres qui avaient des facteurs de protection. Auquel cas, on a développé une autre prévention qui n'était pas de faire diminuer l'incidence du phénomène, mais comment développer les facteurs de protection et comment annihiler les facteurs qui étaient les facteurs de vulnérabilité. Alors, il y en a des facteurs de vulnérabilité qu'on n'arrivait pas à changer. Par exemple, beaucoup d'entre nous sommes des chercheurs de sensations fortes. Le sport extrême, etc., Ushuaïa, etc. Bon, il y a un certain nombre d'entre nous qui, dès la naissance, génétiquement, c'est déterminé, ont cet appétit-là, ils ont une vulnérabilité qui est une vulnérabilité, on pourrait dire, génétique. Et puis il y en a, c'est parce qu'ils étaient dans certains milieux. On sait l'enchaînement des générations d'alcooliques et actuellement de générations de ce qu'on appelait autrefois les toxicomanes. Ça, ce sont des vulnérabilités qui sont des vulnérabilités familiales. Mais on a aussi des milieux qui sont plus ou moins exposés. Il y a des professions dans lesquelles les consommations sont plus importantes. Donc, si on veut faire de la prévention, il faut s'adresser à tous ces déterminants. En addictologie, on s'est aperçu d'autre part qu'il y avait des gens qui consommaient et qui ensuite ne consommaient jamais plus. Et du coup, il a fallu bien comprendre pour ça. Alors, on l'expliquait par la biologie. Par exemple, chez les Japonais, il y a des gens qui, quand ils consomment de l'alcool, sont malades tout de suite. Ils ont une poussée de rougeur du visage, ils sont mal à l'aise, etc. parce qu'il leur manque une enzyme. Bon, voilà un facteur de protection sur lequel on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, on s'aperçoit qu'il y a des rituels de consommation d'alcool, et il y a maintenant des rituels de consommation d'alcool qui sont nouveaux. Les consommations de grandes quantités d'alcool pendant un espace-temps extrêmement réduit chez les adolescents, qu'on appelle du grand mot anglo-saxon de binge drinking, bon, c'est une nouvelle manière de consommer. Mais on l'avait déjà dans les populations nordiques, chez les adultes. Donc, il y a une évolution constante. Cette histoire, quel intérêt a-t-elle ? Elle a un intérêt, c'est qu'on ne s'est plus centré uniquement sur le produit et les effets du produit. Nous avions acquis beaucoup de connaissances avec la neuropharmacologie. On s'est intéressé à la personne et aux déterminants, qui sont des déterminants individuels. On s'est intéressé aux déterminants sociaux et donc à la collectivité. On s'est intéressé aussi à l'offre de produits. S'il y a tant de consommateurs de substances psychoactives actuellement en France, et plus particulièrement celles qu'on appelle illicites, c'est parce qu'il y a un gros marché financier. C'est une manière de gagner sa vie pour beaucoup de gens qui sont au chômage par ailleurs. Il faut à ce moment-là reconnaître que l'enjeu est un enjeu économique.
Et du coup, si vous voulez faire de la prévention des conduites addictives, on comprend bien que la répression du trafic soit une action de prévention parmi tous les autres. Et donc c'est une petite action particulière qui doit cohabiter avec les autres dans une approche de prévention. Et là, l'approche de prévention, c'est quoi? C'est faire que nos concitoyens ne puissent pas être aliénés par la consommation d'un certain nombre de substances psychoactives. Là, il y a une perception humaniste de la prévention. La prévention s'inspire toujours de l'idée qu'on se fait de l'homme, de l'idée qu'on se fait de la société. Et donc la prévention, elle est aussi dépendante culturellement. La prévention dans certaines civilisations n'est pas la même que dans la nôtre. Donc nous avons une culture de la civilisation, de la prévention, qui est une culture, on pourrait dire, européenne et qui a des singularités. Par exemple, quand on est dans les mondes anglo-saxons, les préventions sont plus incitatives, alors que, et voire même dans certains pays, elles sont plus impérieuses. Alors que dans les pays européens, on est plus centré sur ce que j'exposais tout à l'heure, le fait qu'on va développer les compétences et on va faire que la personne puisse mettre en place elle-même, aidée par d'autres personnes, une politique de prévention personnelle. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant et qui est un modèle à développer. Donc le problème, c'est comment aider les gens à partir de nos connaissances légitimes, sans leur imposer un modèle, à trouver le modèle qui leur convienne. Bernard Shaw disait « Je ne connais qu'une seule personne intelligente, c'est mon tailleur. Chaque fois que je vais le voir pour lui commander un costume, j'ai beau lui dire que je n'ai ni grossi ni maigri, il veut que le costume m'aille, il reprend mes mesures. » Ça veut dire que la prévention et nos actions de prévention, nos politiques de prévention, elles doivent être adéquates aux besoins et attentes de la population. Nous ne pouvons pas imposer, ou alors dans une très petite marge, les choses. Donc il nous faut être à l'écoute des besoins et attentes de la population. C'est pourquoi les enquêtes d'opinion, et pas l'épidémiologie, l'épidémiologie regarde l'opinion avec sa propre manière de travailler, donc elle la déforme. Mais quand on fait des enquêtes d'opinion, on voit quels sont les besoins et attentes. Quand nous avions créé le Haut Comité de santé publique, notre premier travail a été de faire l'état de santé des Français, ce qui n'avait jamais été fait, et du coup, quels étaient les objectifs prioritaires. Et actuellement, on voit bien que les politiques dans tous les pays travaillent sur les objectifs. Alors il y a deux types d'objectifs. Il y a l'objectif qui est décidé par les grands savants, les grands politiques et les grosses têtes, c'est-à-dire voilà ce que je pense moi. Et puis il y a les objectifs qui émanent des besoins et attentes de la population. Et pour faire une prévention, il faut à la fois tenir compte de ce que nous pensons être bon pour, mais si on ne fait que ça, c'est catastrophique. Et aussi tenir compte de quelque chose de très particulier, qu'est-ce que la population souhaite pour elle? Et quels sont les thèmes que la population souhaite voir abordés? Quels sont les thèmes que la population redoute de voir abordés? Quels sont les thèmes que la population aimerait que l'on aborde, mais qu'elle fait tout pour que ça ne soit pas abordé? Prenons un exemple qui est très simple. La prévention des conduites violentes, la prévention des désordres agressifs dans la vie sexuelle et affective. C'est quelque chose qui fait partie des demandes de la population, qu'on repère aussi par les enquêtes, mais en même temps, la population ne souhaite pas, parce qu'elle se demande ce qu'on va faire, comment on va faire, etc. Du coup, là, il y a une résistance au changement. On se plaint, mais on ne va pas se mettre à faire, parce qu'on a peur de ce qui va arriver si on changeait. Et pour beaucoup de personnes, l'échec de la prévention, c'est que ce qu'on leur propose n'est pas adéquat à leurs besoins et attentes, et aussi au fait que les personnes redoutent qu'un changement de leur conduite et de leur comportement soit ainsi provoqué, ce qu'ils redoutent. Parce qu'ils connaissent leur état à un instant T, même si c'est dommageable, mais ils ne savent pas ce que ça va devenir le temps suivant. Et donc, il y a une résistance au changement et surtout une peur de l'inconnu. On voit très bien cela chez les gens qui sont ce qu'on appelle les consommateurs de substances psychoactives, qui, à partir du moment où ils ne consomment plus, ont une vie vide. Et donc se disent « je ne sais plus que faire ». Et donc on voit bien que la prévention, elle va consister à faire préalablement à l'abstinence, à faire qu'on puisse leur permettre de se réinsérer dans le milieu social, dans le milieu culturel, dans le milieu éducatif, dans le milieu du sport, etc. Sans ça, rien ne se passe. Et vous voyez que donc une prévention, un objectif de prévention, un déterminant de prévention se trouve très loin du phénomène et donc très loin du domaine médical de l'addictologie.